mon nom, c'est Alain Ringuette. Je suis un père de famille, je suis marié et j'ai deux grands-enfants. Mes enfants sont rendus à l'étape du cégep et de l'université. Ici, au Nouveau-Brunswick, on dit le collège. Moi, je suis né à Rivière-du-Loup, au Québec, là, au début des années 60. Je viens d'une famille catholique. Chez nous, on allait à l'église. On y allait quand même plusieurs fois, là, mais on n'y allait pas de façon régulière. On aimait dire qu'on était d'une famille, on était catholique non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand même, là, j'ai toujours un grand respect pour Dieu, puis un grand respect pour la religion aussi. Alors, moi, j'ai eu une enfance, je dirais, heureuse, sans anicroche. Et tout a commencé à l'adolescence, hein, comme la plupart des jeunes. Mais ça a été difficile de mon côté parce que quand j'ai terminé ma sixième année, mes parents sont déménagés au Nouveau-Brunswick. Il faut dire que mes deux parents là, viennent du Nouveau-Brunswick, tous les deux, sont originaires de là. Et mon grand-père, du côté paternel, a donné la maison ancestrale à mon père. Donc, lui, c'était la maison où il avait grandi. Ça fait qu'il a eu la maison en héritage, ça fait qu'il a transféré toute la famille là. Sauf mon frère qui est resté à Rivière-du-Loup, qui est toujours là d'ailleurs. Mais moi et ma sœur, on a suivi nos parents, on était plus jeunes. Et là, j'ai commencé ma septième année. Au Québec, vous avez le secondaire 1, 2, 3, mais au Nouveau-Brunswick, après la 6, là, c'est la 7 et on continue comme ça. Sauf que moi, j'ai débarqué dans un village, à peu près à une demi-heure de Edmundston. Et puis, dans ce village-là, à l'école, il y avait beaucoup de violence et d'intimidation. Et vous pouvez vous imaginer que moi, j'arrive là, avec mon petit accent québécois. Et en plus, c'était une culture que je ne connaissais pas du tout. Et moi, je suis né avec les yeux faibles. Alors, si je n'ai pas de lunettes, là, je vois des ombres qui marchent. Ça fait que dans ce temps-là, la technologie n'était pas très avancée. Ça fait que j'avais des lunettes épaisses. Même que moi, on me disait que je portais des fonds de bouteille. Alors, je trouve ça drôle aujourd'hui, mais dans le temps, c'était pas drôle. Puis, je ressemblais pas mal d'un nerd, là, si vous voulez voir ça. Ça fait que j'avais toutes là, les qualités là, pour me faire frapper dessus. Alors, quand je suis arrivé dans ce milieu de violence, ça a été difficile parce que les jeunes là, m'attaquaient. J'étais en septième année, puis dans ma classe de septième année, j'avais tout le temps deux, trois toughs là, qui n'arrêtaient pas de me frapper avec des livres, me faire tomber ou des choses comme ça. Et souvent, ça se passait dans le cours de l'école, soit la récréation après l'école. Mes parents ont essayé d'intervenir en venant à l'école, mais la direction ne faisait rien. Alors, c'était vraiment un réel problème. Ça ne passait pas deux, trois jours là, sans que je me fasse attaquer. Alors, pour me protéger, j'ai commencé à me mettre des couteaux dans mes poches, de me promener avec des couteaux. Ça fait que là, je me disais, la seule chance que j'ai de ne pas me faire battre, c'est avant qu'on m'arrache mes lunettes. Parce qu'une fois qu'on m'a enlevé mes lunettes, moi, je ne vois plus rien. Fait que c'était facile de me frapper. Alors, il fallait que j'aille mes lunettes. Fait que je me disais, en sortant mon couteau, peut-être là, je vais pouvoir les éloigner un petit peu. Mais ça n'aidait pas le cas de la violence. Alors, il me restait juste une seule solution. C'était de sortir de cette classe-là de septième année. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'école. Je sais, les gens me disaient tout le temps, on déteste l'école, on n'aime pas ça. Moi, j'aimais l'école. Ce n'était pas un fardeau pour moi. Alors, je me suis mis à travailler. J'ai travaillé fort, j'ai travaillé la fin de semaine, les soirs, les journées de congé. Mes parents ont dit, va jouer dehors. Non, il faut que je termine mes devoirs. J'ai tellement travaillé fort qu'à Noël, rendu à Noël, ma septième année, j'avais fini ma septième année. Puis on m'a fait passer les examens du ministère, puis je les ai réussis. Alors, après Noël, on m'a mis en huitième année. Alors là, ça a changé un petit peu parce que c'était des nouveaux visages. Et là, on ne connaissait pas là. Ça fait que, mais j'avais toujours le problème que quand je sortais dehors, il y avait les septièmes qui m'attendaient. Les autres, ils étaient encore plus frustrés après moi là, parce que là, j'avais déserté la classe. Ça fait qu'ils m'attendaient des fois après l'école, des choses comme ça. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant. Et puis aujourd'hui, je me dis que peut-être que c'est Dieu qui l'a permis ça dans ce moment-là dans ma vie, même si je ne le connaissais pas personnellement. Mais ça m'a pris à peu près un mois et demi, deux mois là, pour rattraper les étudiants de huitième année. Parce que j'étais habitué à étudier beaucoup. Là. Ça fait que très rapidement, j'ai rattrapé la classe. Puis mes devoirs étaient toujours faits d'avance. Des fois, mes devoirs étaient faits une semaine d'avance. Ça fait que dans la classe, là,
j'avais rien à faire. Fait que les professeurs, ils m'envoyaient soit à la bibliothèque ou à réparer des livres, des choses comme ça. Puis, ils avaient installé mon pupitre à côté du professeur, à côté, puis c'était dans ma classe titulaire. Puis le prof, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il me donnait des petites tâches. Et une tâche qu'il me donnait, c'était de remplir son cahier de notes. Et lui, il corrigeait les examens et les tests. Puis là, il me donnait son cahier de notes. Et moi, j'avais la charge d'écrire les notes des étudiants dans le cahier et de tenir ça à jour. Mais là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été voir un des gars qui était tough dans ma classe de 8e année. Puis j'ai dit, tu viens de faire un test de mathématiques, tu as fait 45. J'ai dit, si tu me protèges dans le cours d'école là, à midi, là, parce que je sais qu'il y en a qui veulent m'attaquer, là, si tu me protèges, là, au lieu de 45, je vais te mettre 75. Fait que ça n'a pas été long, je peux vous le dire qu'il y en a 2, 3 là, en classe que le message s'est passé, surtout dans les toughs. Puis quand je sortais dehors, j'avais tout le temps 2, 3, 8e autour de moi. Et il faut vous dire une chose, l'intimidation, elle a cessé complètement. Il n'y a plus un gars de 7e année qui s'approchait de moi. Il y en a qui ont mangé une coupe de volée dans le cours d'école à cause de moi, là. Mais en tout cas, je m'en ai sorti comme ça, c'était la seule façon de m'en sortir. Puis là, ben, ça a été correct jusqu'à temps que j'arrive au secondaire. Et quand j'ai arrivé au secondaire, ben, là, j'ai développé une passion pour la musique. Parce que mon père jouait de la musique dans un groupe country, mais il ne pratiquait pas beaucoup, puis il jouait du drum. Alors moi, je descendais dans le sous-sol, puis j'allais jouer du drum, puis je passais des heures là-dessus. J'avais appris à jouer un petit peu de guitare aussi. Puis la musique, là, a commencé à vraiment venir me chercher, là. Et un des premiers albums que je me suis acheté, c'est un album de Kiss. C'est quand que l'album Kiss Alive a sorti, là. Puis j'étais tellement impressionné par ça, parce que j'aimais les sons de guitare, mais aussi de voir les personnages avec les maquillages, puis la façon dont ils étaient habillés, tout ça, là. Je ne sais pas, ça m'intéressait d'en savoir plus et de développer ce milieu-là. Mais ma deuxième album a été un album de Black Sabbath. Et il y avait une chanson là-dessus qui s'appelait I Sold My Soul for Rock and Roll. J'ai vendu mon âme au rock and roll. Puis un soir, comme ça, dans ma chambre, j'ai fait une sorte de rituel. Je vous épargne les détails, là. Mais j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais donner ma vie au rock, puis de développer les instruments de musique, puis de devenir vraiment un bon musicien. Et ça m'attirait beaucoup, cette musique ténébreuse, oui, mais ça m'excitait beaucoup, puis je voulais avancer là-dedans. Et moi, j'ai terminé ma polyvalente, là, mon secondaire, j'avais seulement 16 ans. Parce que j'avais fait 2 années dans la même année. Puis en plus de ça, ma fête est au mois de juillet. Donc, rendu au mois de juin, quand j'ai gradué, j'étais le plus jeune de ma classe de graduation. Et là, je suis venu voir mon père. Et j'ai dit à mon père que je voudrais aller en musique. Je voudrais m'inscrire à l'université là, pour un bac en musique. Mais mon père, là, il a refusé ça. Ça lui a fait peur. Parce qu'il faut dire aussi que j'avais commencé à jouer de la musique avec un copain qui était à 5-6 maisons de chez nous. Et mes cheveux commençaient à pousser, là, puis je commençais à porter du linge un peu plus rock, là, si vous voulez. Là. Et mon père, lui, avait peur que je me perde dans ça. Fait que là, il me lançait un défi. Il a dit, moi, là, je ne paierai pas pour de la musique. Mais si tu choisis un métier qui ressemble à un métier, il dit, je vais payer, puis là, tu vas pouvoir y aller. Et pour mon père, un métier, ben écoute, c'était menuisier, électricien, plombier. C'était pas mal ça. Fait que là, je me suis creusé la tête pour savoir qu'est-ce que je vais faire parce que je ne me voyais vraiment pas là-dedans. Et là, je suis arrivé avec un plan. J'ai dit, je veux aller en électronique. Ah, ben là, mon père il était vraiment content. Je me suis inscrit en génie électrique au collège communautaire de Bathurst. Et là, lui, mon père, là, il me voyait déjà avec mon atelier, en train d'arranger des télévisions. Il y avait des CB dans ce temps-là, des radios et tout ça. Sauf que moi, je me voyais en train de faire des amplificateurs de guitare, puis de grossir mes amplificateurs, puis de mettre des systèmes de son, puis des systèmes de lumière. Puis, écoute, on était 2 mondes complètement différents. Mais je suis parti aux études comme ça. La première année, ça a bien été. Mais à la deuxième année, là, ça a changé de bord parce que j'ai rencontré des musiciens. Puis moi, là, j'étais un passionné. Fait que quand j'ai rencontré des musiciens, j'avais l'opportunité de faire de la musique, là, ben, j'ai collé là. J'allais là le soir, les fins de semaine, n'importe quand. Je sachais des cours, des fois, j'allais prendre mes cours pour aller jouer de la musique. Puis mes copains, eux, prenaient de la drogue. Puis à un moment donné, je me suis dit, puis après, si je suis obligé de prendre de la drogue, mais en autant que je peux jouer de la musique, ça me va, ça me convient.
Alors, ça n'a pas été long que mes notes à l'école, là, ils ont fait comme ça. Puis, je n'ai pas passé mon année. Alors, je suis revenu chez moi. Et là, mon père était déçu. Non seulement il était déçu, mais il était fâché après moi. Parce que quand même, j'avais trahi sa pensée. Lui, il pensait que j'allais là vraiment pour l'électronique, mais moi, là, ça ne me disait rien pantoute. Ce que je voulais, moi, c'était la musique. Alors, j'avais choisi le métier qui s'approchait le plus de la musique, qui ressemblait à un métier. Et mon père, il n'était pas content. Mais j'ai décidé d'aller sur le marché du travail. Fait que j'ai travaillé pour la compagnie Irving. Si tu travailles pour Irving au Nouveau-Brunswick, tu es à la bonne place. C'est le plus gros employeur. Et j'ai été sur des plantations d'arbres. Je plantais des petits arbres. C'était difficile dans ce temps-là parce qu'on plantait à pelle là, dans un champ avec un seau. Et puis, on passait la journée sous la chaleur avec les mouches et tout ça. Et là, mon père, il s'est calmé. Mon père, il s'est dit, ben, s'il ne va pas aux études, mais qu'au moins il a un travail, il travaille, ben, il va s'arracher la vie, puis il va gagner sa vie. Fait qu'il était content, ça l'a beaucoup calmé. Sauf que, moi, là, à chaque fois que je plantais un arbre, ma motivation, là, c'était de me dire, bon, ben, en fin de semaine, là, je vais pouvoir m'acheter un nouveau set de cordes de guitare. Puis je vais pouvoir acheter une nouvelle cymbale pour le drum, puis je vais acheter des nouveaux albums. Puis là, mon père, là, il était découragé. Encore découragé de me voir tout flamber mon argent dans la musique. Alors, ça allait vraiment pas bien à ce niveau-là. Puis en plus, ben, je jouais de la musique, moi, avec des amis. Puis on avait commencé une orchestre. L'orchestre, là, s'appelle Axel Force. A-X-L-E-F-O-R-C-E. Si vous voulez aller voir un petit peu, vous allez pouvoir aller sur YouTube et faites ce nom-là. Puis il y a 2 vidéos qui sont là. Il y a une vidéo avec des photos que quand j'étais jeune. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas les caméras, puis YouTube, ça n'existait pas. Mais on avait quand même quelques photos que vous pouvez voir. Puis il y a aussi, on a fait un rassemblement de nos amis. Quand on arrivait à l'âge de 50 ans, on a appelé toutes les personnes qui travaillaient avec nous autres, le staff, puis les gens qui étaient les musiciens. Il y a une femme d'un des musiciens qui a organisé tout ça. C'était un genre de retrouvailles. Puis là, on a fait de la musique là, dans une soirée. Puis on s'est bien amusé. Puis écoute, ça faisait 25-30 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Puis c'était comme ça. On a fait ça comme si c'était hier. Alors, on s'est bien amusé avec ça. Et puis, fait que là, pour ça, c'était une bonne chose. Et après que je suis sorti de l'école, ben c'est ça. Là, moi, c'était la musique. Puis là, on a commencé à jouer dans des clubs. Puis nous autres, on était tous des jeunes en 17 puis 20 ans. Là. Même, j'ai commencé à jouer dans les bars. Je n'avais même pas l'âge d'entrer dans les bars parce que Nouveau-Brunswick, c'est 19 ans. Mais on commençait à jouer, puis on avait du succès parce qu'on aimait ça. On était tous des gens talentueux puis passionnés de musique. Et on a commencé à connaître du succès. Puis là, on a organisé un spectacle à Edmundston. C'était durant la foire, un festival, c'était la foire Bréanne. Puis on a attiré 3500 personnes qui sont venues voir notre spectacle parce que c'était un spectacle extérieur. Fait qu'on commençait à se faire connaître tout ça. Puis en étant des jeunes comme ça, puis là, il s'est passé quelque chose avec mon père. C'est qu'il a vu, lui, qu'on avait quand même, que j'allais passer ma vie là-dedans. C'était clair pour lui, là, qu'il ne me changerait pas d'idée. Mais il voyait aussi qu'on avait quand même un certain talent. Ça fait qu'il a fait un arrangement avec moi. Il est déménagé à Edmundston avec ma mère, puis ma soeur qui est partie. Et puis, lui, c'était pour sa compagnie de taxi. Il y avait une compagnie de taxi, fait qu'il voulait faire de l'expansion dans la ville. Ça fait qu'il a mis sa compagnie-là. Puis, il m'a permis de prendre la maison familiale et d'inviter mes amis musiciens à venir habiter avec moi. Puis, pendant plusieurs années, parce qu'avant, on pratiquait dans une petite cabane. Mais après ça, après plusieurs années, on a pratiqué là et on a eu vraiment du bon temps. Et là, on a pratiqué. On était là-dedans, journée longue. Le soir, on pratiquait le matin, l'après-midi. On se donnait des exercices. On s'imposait de la discipline et des exercices. Et on est devenu vraiment, vraiment bon. Et là, après ça, on est parti à tourner. On a fait un gros spectacle pour Terry Fox. Terry Fox avait traversé le Canada à pied. Puis nous, on a fait une levée de fonds pour lui. On était 11 orchestres qu'on a fait ça. C'était à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. C'est une grande ville. Et puis, on a été l'orchestre préféré du public. Fait qu'on a même eu des prix prestigieux pour ça. Et puis, on a joué partout au Nouveau-Brunswick. On a joué en Nouvelle-Écosse et aussi, on a joué dans l'Est du Québec. Et la musique, vraiment, c'était bon. Puis, même que dans la première année de l'orchestre,
on s'est acquis un système de son et un système de lumière. On avait au-delà de 70 000 d'équipement qu'on avait. Et on avait en plus de ça un autobus pour voyager. Fait qu'on commençait à vraiment à s'en venir sur la scène. C'était vraiment intéressant. Pour des jeunes là, autour de 20 ans, c'était beaucoup d'argent. Mais un des derniers spectacles qu'on a fait au Québec a été fait à Québec même, sur la rue Saint-Jean. On a fait le spectacle au 11-23 sur la rue Saint-Jean. C'était un petit club, mais on a rempli le club pendant 6 soirs de fil. Pendant 6 soirs, c'était plein. C'était très populaire, la musique rock, dans ces années-là, dans les fins des années 70, début 80. Et puis, mais cette semaine-là, on devait avoir un promoteur qui venait de Montréal pour venir nous offrir un contrat pour aller jouer vers Montréal et Toronto. Fait que pour nous, là, c'était comme un autre niveau. On commençait à rentrer un petit peu plus loin. Et puis, on était heureux de ça. Puis on l'attendait, le gars. Mais on ne l'a pas vu. Mais il est venu. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le club sans nous dire qui il était. Puis il s'est assis à une table devant notre chanteur. Et nous, là, notre chanteur avait tout un défaut, c'est qu'il était plutôt un genre arrogant. C'est un genre qui pouvait insulter des gens. Surtout que si c'était quelqu'un qui avait les cheveux courts, là, puis qui avait un petit peu un air efféminé, puis ce monsieur-là, il était comme ça, là, il a commencé à blaster là, en public, puis à dire toutes sortes de choses. Puis, notre chanteur, là, des fois, il crachait sur le stage. Là, il y avait toute une attitude. Vous n'oubliez pas là, qu'on est dans un monde de heavy metal. Fait que c'est un monde que tu n'as pas la langue dans ta poche. Puis je vous épargne les termes qui ont été utilisés. Là. Mais en tout cas, nous, on ne savait pas que c'était lui. Puis le chanteur non plus ne savait pas que c'était notre promoteur. Mais imaginez-vous là, que lui, il n'a pas resté longtemps. Après un certain temps, il est parti, là, puis oublie ça, le contrat pour Montréal, c'est fini. Quand on est revenu au Nouveau-Brunswick, là, on avait pas mal la queue entre les deux pattes. On était pas mal découragés. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là? Et là, il y a des gens qui nous ont donné des conseils. Parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de bands rock, de groupes métal. Et puis, il fallait développer une image pour pouvoir se démarquer des autres groupes. Alors, il fallait trouver une image personnalisée à nous autres. Et dans ce temps-là, ben, il y a beaucoup d'orchestres, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils se tournaient vers la sorcellerie, se tournaient vers la magie, ils se tournaient vers la drogue, des choses comme ça, pour essayer de trouver des images pour leur entreprise, en tout cas leur orchestre. Et nous, on a eu une drôle d'idée. En fait, c'est Gilles, qui est le batteur de notre groupe, qui a eu cette idée-là, puis il m'en a parlé, et j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'on a décidé de s'acheter une Bible. Parce qu'on voulait être différent des autres. On s'est dit, bien, dans la Bible, on savait que dans les livres de l'Apocalypse, par exemple, qu'il y avait des bébites là, puis avec des yeux tout autour de la tête, puis des 7 têtes, puis des choses comme ça. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis on s'est dit, bien, sûrement que dans la Bible, il doit y avoir des paroles intelligentes là, qu'on peut mettre dans la musique, qu'on peut faire quelque chose avec ça. Puis nous, là, on ne sait pas ce qu'on s'en va avec ça, là, mais on s'est dit, on va s'acheter chacun une Bible. Fait que quand on était à Québec, on a rentré dans une librairie chrétienne. On ne connaissait pas ça. Puis, tu sais, on a rentré, nous autres, là, on avait des cheveux longs, là, puis des studs avec des bracelets, puis des pans d'oreilles, puis des frottes de cuir, puis tout ça. Puis on a vu la madame dans le magasin, elle a nuit blanche, là. Elle pensait qu'on venait voler le magasin, faire quelque chose comme ça. On en avait l'air des bandits. Mais elle était très gentille. Puis là, on dit, madame, nous autres, là, ce qu'on veut, là, on veut des Bibles. Moi, je veux une Bible, lui aussi, puis on va lire la Bible. Nous autres, on est une bain heavy metal, là, puis on veut trouver des idées. Puis, hey, c'était quelque chose, là. Ça fait qu'on est sorti de dedans avec chacun une Bible, assez drôle. Moi, j'ai acheté une Bible Tob, sans savoir qu'est-ce que c'était, parce que c'est la traduction écuménique de la Bible, d'une version catholique. Et Gilles, je crois, lui, a acheté une Bible de Jérusalem. Et tous les deux, on s'est mis à lire la Bible. Et là, c'était drôle parce que souvent, on se rencontrait ensemble pour discuter de la Bible, pour interpréter qu'est-ce qu'on lisait après. On a dû sûrement avoir des drôles d'interprétations. Parce qu'on n'avait pas de pasteur pour nous instruire, pas d'église, puis pas de personne qui connaissait la Bible autour de nous autres. Là. On était juste deux hommes perdus là, au milieu des ténèbres, là, on s'échangeait les paroles de Dieu comme ça, sans savoir trop qu'est-ce qu'on faisait. Mais il y a des choses qui ont commencé à changer sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'une des premières décisions qu'on a prises, nous, par rapport aux autres gars, c'est qu'on a décidé d'arrêter de prendre des drogues. Et ça, c'était assez particulier parce que là, on s'est dit, il faut qu'on devienne plus sérieux. On avait comme envie d'aller plus loin un petit peu avec ce qu'on faisait comme musique.
d'arrêter de prendre justement, de consommer. Et puis, il y a d'autres choses qui s'est passé aussi. C'est que quand on allait en tournée, là, par exemple, quand on faisait un spectacle, nous autres, on finissait des fois à 2-3 heures du matin. Ça pouvait être jusqu'à 4 heures du matin des fois. Puis là, on allait dormir, mais on dormait juste quelques heures. Parce que le matin, on se levait, on rentrait dans le club pour tout défaire l'équipement, préparer ça pour le transport. Puis après ça, nous, dans l'autobus, on dormait. C'est qu'on pouvait se reposer pour le prochain spectacle. Mais quand on rentrait dans le club, puis moi, j'en ai discuté avec Gilles, puis à un moment donné, on ne voyait plus les choses de la même façon. C'est que les gars parlaient du party qu'il y avait eu la veille. Les autres, là, ils étaient tous excités parce que là, on avait fait de la musique, puis c'était beau, puis il y avait toutes sortes de monde qui avait ri, puis il y avait eu du fun. Mais nous, on voyait d'autres choses. C'est que là, on remarquait qu'il y avait des tables sur le côté, il y avait des verres cassés, ça sentait pas bon, l'alcool et tout ça. Et puis, il y avait du vomi. Des fois, on trouvait du vomi à des places. Il y avait eu des chicanes la veille. Des fois, c'est des ambulances qui sont venues. Des fois, c'est des policiers qui étaient rendus là. Et là, on était comme en train de prendre conscience que c'est nous qui provoquions ça avec notre musique. Et là, on a commencé à lire des livres de pensée positive comme Norman Vincent Peale, par exemple. Puis on continuait toujours à lire la Bible puis à essayer d'échanger les versets. Puis à un moment donné, on a eu une conversation avec le groupe. C'est-à-dire que nous, on était rendus là, 4 musiciens, 2 techniciens. Puis on s'était assis ensemble à un moment donné. On a commencé à dire, on aimerait ça, voici les changements qu'on aimerait faire pour être différent des autres. Là, on a commencé à dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'apporterait pas des solutions à nos problèmes? Par exemple, si quelqu'un, un jeune qui est addicté à la drogue, bien, de l'encourager à aller chercher de l'aide. Ou, par exemple, un couple se chicane, bien, au lieu de dire juste ils se sont chicanés, mais de leur dire peut-être de trouver des solutions, comme par exemple parler de la communication, des choses comme ça. Puis là, il y a eu comme un genre de silence où personne ne parlait. Et tout à coup, il y a un gars qui s'est mis à rire. Il a commencé à rire. Puis un autre commençait à rire. Puis là, tout le monde, on rit à gorge déployée. L'expression, c'est il en avait la gueule fendue jusqu'aux oreilles. Là, fait que tout le monde riait. Tout le monde était. Puis là, moi, puis Gilles, on s'en regardait. Puis on dit, on sait quoi qui se passe. Là, il y a un des gars qui dit, comment les boys? On est dans une entreprise de sexe, drug, rock and roll. Fait qu'il dit, il n'y a pas de place là-dedans pour l'amour, les amitiés, bon, non, les amours, puis les compassions, puis tout ce que les cochonneries de pardon que vous dites là. Puis là, c'était comme on s'en regardait, moi puis Gilles, mais on a dit, mais pourquoi qu'on pense de même, nous autres mêmes? Je veux dire, on est des rockers. Puis c'est vrai ce qu'il nous dit là, c'est une industrie comme ça. Mais pourquoi qu'on parle de ça, nous autres là? Là, on regardait, mais on ne comprenait même pas ce qui se passait dans nous autres. Et là, on a décidé d'arrêter l'orchestre pour 6 mois pour que chacun puisse réfléchir de son côté, puis d'essayer d'en mettre les fils ensemble, là, parce que les fils se touchaient. Là, je ne sais pas, ils ne marchaient plus. Là. Et là, Gilles, lui, a pris ses 2 bâtons de drum. Il avait un sac, il a mis ses bâtons là-dedans. Il a pris sa Bible, il l'a mis dans son sac, il a zippé ça. Il a traversé le chemin, puis il a fait du pouce sans aller chez eux. Puis il y a un homme qui l'a arrêté pour lui donner un livre. Et cet homme-là était un pasteur. Et le pasteur, lui, a demandé à Gilles si Gilles avait déjà lu la Bible. Et effectivement, ça faisait un bout de temps que Gilles lisait. Alors, le pasteur lui a annoncé le plan du salut. Il lui a dit qu'il était un pécheur. Ça, c'était pas dur à comprendre qu'on était des pécheurs. Que s'il mourait aujourd'hui avec ses péchés, il se retrouverait en enfer parce qu'il ne peut pas entrer dans le ciel. Le ciel est saint, il est propre, là, il n'y a pas de cochonnerie qui rentre là. Ça fait que lui, là, il fallait qu'il traite ses péchés. Puis il a dit que la seule manière de traiter ses péchés, c'est qu'il peut demander pardon à Dieu pour ses péchés, puis de recevoir Jésus comme son sauveur. Puis il s'est converti, lui, au Seigneur. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, là, c'est que Gilles, lui, là, avait parti en peur avec la religion, là, puis là, il était comme crackpot, OK? Parce que l'orchestre a arrêté, là, pour moi, il a capoté, puis il a changé de religion. C'est comme ça, moi, je le comprenais, mais lui, il avait vraiment eu un changement de vie. En tout cas, moi, je me suis dit, là, il n'y a plus rien à faire pour moi au Nouveau-Brunswick, il faut que je décante. Ça fait que je me suis emmené à Rimouski. Pourquoi Rimouski? Parce que quand on a fait des tournées, j'avais remarqué qu'il y avait eu des bons musiciens là, à Rimouski. Alors, je me suis dit, bien, si je m'installe dans la ville, peut-être que je vais pouvoir connecter avec ces gars-là puis repartir une nouvelle orchestre. Alors, je me suis trouvé un travail, j'ai travaillé dans une petite imprimerie, j'ai pris un appartement et voilà, là, je cherchais des musiciens, tout ça. Sauf que cet été-là, rendu au mois de juillet,
moi et ma blonde, on devait vivre ensemble. Puis ma blonde, là, ben, c'est la femme qui est mariée, que je suis marié avec. Puis à ce moment-là, elle était la femme de ma jeunesse. Elle s'appelle Jacinthe. Mais à ce moment-là, Jacinthe, elle finissait la polyvalente. Puis on était amoureux l'un de l'autre. Et on s'était dit qu'à la minute qu'elle va pouvoir finir l'école, là, elle va s'emmener vivre avec moi. Et là, on va faire notre vie ensemble. Alors, j'attendais ça depuis longtemps, à ce moment-là. Et là, c'était rendu au 1er juillet, puis elle vient me voir. Sauf que elle vient m'annoncer qu'elle ne viendrait pas vivre avec moi. Fait que là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, tu m'arrives comme ça en me disant ça? Ben, elle dit, le problème, elle dit là, c'est parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Wow! Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? C'est quoi ça? Là, j'ai dit, dis-moi non, c'est qui? Je vais aller faire une visite, moi, à ce petit qui-là. Elle dit, ben Alain, elle dit, je pense qu'il est pas mal plus gros que toi, là. J'ai dit, écoute, ça ne me dérange pas, là. Moi, j'ai joué dans des clubs de bicycle, là, qu'il y avait des fusils sur le mur, là, avec un écriteau qui se disait, là, viens pas faire du trouble ici. OK? Fait que j'avais pas peur de ça, là. Ça me faisait pas peur, la grosseur qu'il pouvait être. Elle dit, non, non, elle dit, je pense que là, elle dit, il est pas mal plus gros que tu penses. Ben, j'ai dit, donne-moi son nom. Ose dire son nom. Fait qu'elle dit, ben, elle dit, son prénom, c'est Jésus. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, t'es un drôle de nom, ça. J'ai dit, il n'y a personne qui s'appelle le même, Master. C'est comme si tu dirais, tu t'appelles Bouddha, tu sais. Non, non, mais elle dit, c'est vrai. Ben, j'ai dit, c'est quoi son nom? C'est Jésus qui? Ben, c'est Jésus-Christ. Ben, Jésus-Christ. Tu me niaises? Non, non. Elle dit, je te niaise pas. Elle dit, moi, j'ai rencontré Gilles. Puis Gilles m'a parlé du Seigneur. Et moi, il m'a expliqué que j'étais une pécheresse, que j'avais des péchés. Puis ça prenait même un péché pour m'empêcher d'entrer dans le ciel. Puis je ne veux pas aller en enfer. Ça fait que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus parce que Jésus est le sauveur. Puis là, Jésus m'a dit, viens et suis-moi. Alors moi, j'abandonne tout puis je suis Jésus. Puis je ne peux pas venir vivre avec toi parce qu'on n'est pas mariés. Oh, hey, j'ai dit, mariage. J'ai dit, un musicien, ça ne se marie pas. C'est un autre préjugé. Là. Ça fait que non, j'ai dit là, j'ai dit, c'est bizarre ton affaire. Mais elle dit, même si tu voudrais te marier, Alain, là, elle dit, je ne pourrais même pas me marier avec toi. Ben pourquoi? Parce que tu n'as pas les mêmes convictions que moi. Parce que moi, je veux marier un homme qui connaît Jésus, puis que je peux servir Dieu, puis adorer Dieu avec. Elle dit, toi, mais tu ne convertiras jamais à Jésus, là, c'est clair. Ben, j'ai dit, tu ne trouves pas que l'amour est là? Elle dit, oui, elle dit, c'est vrai. Elle avait les larmes aux yeux, puis elle dit, moi, là, elle dit, je suis amoureux de toi. Mais elle dit, je n'ai pas le choix. J'ai dit, aujourd'hui, je prends la décision de renoncer à ça là, pour mon sauveur. Puis elle est partie comme ça. Wow! Et ça, c'est une moyenne claque, là. Puis là, j'ai été comme quelques jours dans mon appartement en tournant en rond parce que je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait là. Puis là, à un moment donné, j'ai cliqué. J'ai dit, ah là, j'ai dit, je pense que je sais ce qui se passe. J'ai dit, le problème, là, c'est Gilles. Ah ah! Lui, là, il est crackpot sa religion, là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu qui a passé, là. Puis il est en train de brainwasher ma blonde. Il est en train de faire des lavages de cerveau à ma blonde. Fait que lui, il faut que j'y parle. Fait que j'ai pris un ticket d'autobus. Je n'avais pas d'auto dans ce temps-là. Et je suis descendu au Nouveau-Brunswick. Je suis venu voir Gilles. Et j'avais averti Gilles que j'avais affaire à lui. Fait que là, j'ai arrivé chez lui, et j'ai rentré dans la maison. Moi, là, Gilles, c'est comme mon frère, ça. Fait que, je rentrais dans la maison, je ne cognais pas, j'ai rentré, j'ai descendu en bas au sous-sol. Sa chambre était au sous-sol. Et là, j'ai mis la main sur la poignée de la porte. Et moi, je me suis fait un plan. Je me dis, c'est bien simple ce que je vais faire. Là. J'ouvre la porte, je vais lui dire ces 4 vérités. Je mets mon doigt en dessous du nez, là, puis j'ai dit ces 4 vérités. Là. J'ai dit de laisser ma blonde tranquille, puis j'ai interdit de parler à ma blonde. Puis je claque la porte, puis je m'en vais. Alors, j'étais là avec la main sur la poignée. Puis, tu sais, nous autres, là, dans le temps, là, on vivait dans la noirceur. Même dans le jour, là, on mettait des rideaux noirs dans les fenêtres pour qu'il fasse noir. Puis, on mettait des posters sur les murs de nos vedettes, puis on avait des spotlights, puis des strobe lights, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Ça fait que là, moi, j'ouvre la porte, puis mes amis qui avaient un gros changement, c'était comme si j'entrais au ciel. Là. Il n'y avait plus rien de ça. Tous les murs étaient blancs. Il y avait du soleil qui rentrait dans sa chambre. Lui, il était assis devant un petit bureau. Il y avait une lumière sur son bureau. Il y avait une Bible ouverte. Il était assis avec une guitare. Il avait appris à jouer la guitare. Puis là, je la regarde, là. Il s'avait fait couper les cheveux. Il avait les cheveux courts. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça, dans le monde du rock, là.
Mais ce n'est pas ça qui m'a ébranlé le plus. Ce qui m'a ébranlé le plus, là, c'était son sourire. Les yeux, ils brillaient, puis il était heureux. Je ne l'ai jamais vu heureux de même. Le seul temps que mon chum là, il était heureux, c'est quand on était sur stage en dessous des spotlights, là, il avait le visage fendu jusqu'aux oreilles. Là, il était heureux. Mais dans la vie, là, il était morose. Là. Il se levait le matin, puis tassez-vous. Là. Moi, je ne file pas. Là. C'était comme ça. Mais là, hey, il avait tout le bonheur, mon ami, les grands sourires, les grands yeux. Puis je n'ai pas été capable de dire un mot. Pas capable de même ouvrir la bouche. Puis là, il m'a dit, Alain, assis-toi, je vais te raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Puis là, il m'a témoigné. Il m'a expliqué son témoignage, comment que le pasteur l'avait enseigné, qu'il avait compris dans la Bible des choses importantes. Et là, moi, je n'ai pas accepté Jésus, je n'ai pas gobé ça là. Mais j'étais ébranlé, par exemple. Mais j'ai pris le Nouveau Testament, puis là, je me suis en été à Rimouski. J'ai retourné chez nous. Mais à Rimouski, dans mon appartement, là, pas loin, il y avait une petite colline. Fait que je me suis dit, je vais m'asseoir là, puis je vais aller lire. Et là, j'ai fait un deal avec Dieu. OK? J'avais le livre dans les mains, le Nouveau Testament. Là, j'y ai parlé un peu comme que je parle. Là. Je ne savais pas prier, je ne savais pas quoi dire. Mais j'ai regardé dans le ciel, j'ai dit, OK. J'ai dit, toi, là, j'ai dit, t'es vivant, là. C'est ça que j'entends. Fait que si t'es vivant, là, t'entends les paroles de ma bouche, là. Alors, voici, je vais faire un deal avec toi. Je vais prendre ton livre, là, puis je vais le lire. Puis je vais accepter qu'est-ce que tu as écrit là-dedans. Okay? S'il y a des choses que je ne suis pas d'accord avec, là, je vais me la fermer, puis je vais croire ce qui est écrit. Je vais faire comme si tout ça est vrai. Là. Okay? Ça va être ma part du deal. Mais toi, là, si tu es vrai, là, puis c'est vrai tout ça, là, je veux que tu me parles. Je veux qu'à travers ça, tu me parles. Puis je veux qu'à travers de ma vie, là, tu me montres des signes que tu es vraiment là. Parce que je ne commencerai pas à suivre des moutons. Là. Je veux que tu me montres la vérité. Je veux que tu me montres que c'est clair. Puis c'est sûr que j'ai des gros changements. Je ne comprends pas ça. Mais explique-moi. Et pendant 2 mois, j'ai lu les Écritures. J'ai lu la Bible. Il y a des journées là, que j'ai pleuré. Parce que je comprenais là, que Jésus était en train de me montrer des choses. Puis ça faisait longtemps qu'il me parlait comme ça. Et c'est arrivé un bon matin. J'ai été à la poste. Alors, il y avait une lettre de Gilles à la poste. Et Gilles est un artiste. Fait que lui, là, il y avait autant de versets décrits sous l'enveloppe qu'il y en avait dans sa lettre. Parce qu'il m'écrivait une fois de temps en temps, puis c'était toujours comme ça. Je recevais un arbre de Noël, moi, quand il m'écrivait une lettre. Mais ce matin-là, il y avait un verset sur l'enveloppe. Puis le verset, c'était Apocalypse 3:20. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Puis je sais que la porte, c'était la porte du cœur. Il a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui ouvre la porte, là, bien, je vais rentrer chez lui, puis je vais souper avec lui. » Puis là, je me suis assis dans mon appartement, puis j'ai compris que c'était la porte de mon cœur, et que ça faisait longtemps que le Seigneur cognait à ma porte. Mais tu sais, dans la porte du cœur, là, il y a juste une poignée, hein? Puis la poignée est à l'intérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Tu ne peux pas ouvrir le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça, toi. Mais la personne elle-même, elle a une poignée en dedans. Elle peut ouvrir son cœur. Puis moi, là, c'est ça que je faisais. C'est que des fois, le Seigneur cognait à ma porte, j'ouvrais un petit peu la porte, puis je regardais ça, puis je disais, non, 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 non. Je refermais la porte. Mais le Seigneur continuait à cogner à la porte. Et ce matin-là, là, j'ai compris que lui, ce qu'il voulait, là, c'est qu'il il voulait entrer dans ma vie. Là. Il voulait s'entretenir avec moi, puis il voulait faire quelque chose avec ma vie. Alors là, j'ai compris ça, puis j'ai demandé pardon à Jésus. Pardon de lui avoir refusé l'accès. Et ce matin-là, j'ai pris une décision, une grosse décision. J'ai pris mes guitares, je les ai mis dans un garde-robe. Tout ce qui était musique, là, j'ai tout mis ça de côté. Puis j'ai dit, voici ce que je vais faire, Seigneur. Là. Tu veux que je te suive? C'est à ça que tu m'appelles? Là? Bien, je vais tout prendre mes instruments de musique, puis je vais renoncer à ça. Puis je vais te donner ma vie. Fais ce que tu veux avec ma vie. Fais juste me montrer qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie. Je vais te suivre. Et je suis venu au Nouveau-Brunswick. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et quand j'arrive au Nouveau-Brunswick, ben, j'ai dit ça à Gilles puis à ma famille, puis ça, il n'y a personne qui me croyait. Là. Les autres, ils ne me voyaient jamais que je me convertirais. Là. Mais j'étais sincère. On commençait à aller à l'église, on a fait des prières. Et là, on a commencé à témoigner aux familles. Puis là, on a parlé du Seigneur. Tu sais, moi, j'étais un passionné. Hein. Ça fait que là, ça a sorti. On a passé toute la famille au grand complet. La famille, puis la belle famille. Puis ma femme, Jacinthe, c'est un évangéliste. Ça fait qu'elle parlait du Seigneur. Partout, tout ce qui grouillait, elle parlait du Seigneur. Fait que là, moi, ma sœur est venue au Seigneur. Mes parents sont venus au Seigneur un petit peu plus tard.
Puis les sœurs de Jacinthe, là, il y avait 4 de ses sœurs qui sont toutes venues au Seigneur. Puis il y a 3 de ses sœurs qui avaient des chums. Puis les chums aussi sont venus au Seigneur. Puis là, on était dans l'église, puis on parlait avec un pasteur. Puis on était comme mêlés parce qu'on était tous, on voulait tous vivre pour Jésus. Mais là, on vivait ensemble, puis on n'était pas mariés, puis ça nous inquiétait. Puis là, on a dit au pasteur, mais on fait quoi avec ça? Puis le pasteur a dit, vous n'avez pas pensé de vous marier? Ben, sais-tu que ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée? Fait qu'on a fait un mariage 3 couples. On a décidé de tous se marier en même journée parce qu'un disait, c'est quand toi, puis c'est quand toi. Puis finalement, on a dit, ben, pourquoi on ne fait pas tout ça ensemble? Fait qu'on s'est mariés tous dans la même cérémonie. Et puis moi, je voulais mettre des spotlights et des black lights là-dedans, puis tout ça, mais le pasteur, il ne voulait pas qu'on fasse ça. Tu sais, il y avait encore des changements à faire pas mal. Puis mes cheveux raccourcissaient tranquillement. Là. Mais là, Dieu est en train de transformer notre vie. Ça fait qu'on s'est mariés et je suis parti avec mon épouse à Rimouski. Et à Rimouski, ben, il n'y avait pas personne pour nous enseigner là non plus. Il n'y avait pas d'église, rien. Ça fait que par des contacts, j'ai réussi à rentrer en contact avec un pasteur qui était à Matane. Et lui, il nous a dit, ben, je connais un couple à Rimouski qui sont des chrétiens. Alors, vous pourriez peut-être vous joindre ensemble et commencer une œuvre ensemble. Et j'ai eu le privilège de voir une église commencer dans mon salon. Parce que là, ce couple-là connaissait deux autres femmes chrétiennes. Puis moi, j'ai témoigné à un gars qui était à l'imprimerie, qui est venu au Seigneur. Fait que là, on commençait à avoir un petit groupe. Il y en a qui sont ajoutés. Puis plus tard, on a eu un pasteur qui est venu nous enseigner. Et pendant ce temps-là, le pasteur qui était à Matane, lui, il venait me voir aux 2 semaines. Puis moi, j'avais mis les études de côté parce que j'étudiais plus, parce que j'étais dans la musique. Mais le pasteur, quand il est venu me parler, il m'a proposé de faire des petites études. Fait que j'ai dit, ça pourrait être intéressant, ça, d'étudier la Bible et de lire la Bible. Moi, ça m'a toujours passionné de faire ça. Je veux faire ça. Fait que là, il est arrivé avec une étude qui s'appelait Le Maître et son disciple. Il y avait 12 leçons là-dedans. Fait que là, il dit, Alain, il dit, fais la première leçon. Puis il dit, bien que j'en revienne dans 2 semaines, on va la corriger. Fait que j'ai dit, c'est correct. Sauf que quand il est venu 2 semaines plus tard, moi, j'avais tout fait le livre au complet. Parce que j'aimais ça, là. Fait que j'étais passionné, je voulais en connaître plus. Ça fait que là, il dit, ben Alain, je vais te donner un autre livre. Je vais te donner le livre des principes fondamentaux de la foi. C'était plus épais, celui-là. Fait que là, quand il est revenu 2 semaines plus tard, j'avais le 3/4 du livre de fait. J'avais commencé à apprendre le grec. Alors, parce que je savais que le Nouveau Testament a été écrit en grec, je me suis dit, je vais essayer de l'apprendre. Là, lui, il était. Non. Là, il m'a dit, écoute, il dit, là, il va falloir faire quelque chose avec toi. Ça fait qu'ils m'ont parlé de Saint-Bec. Fait que là, je me suis inscrit à Saint-Bec comme étudiant. Saint-Bec, c'est un séminaire pour étudier la parole de Dieu. Ça fait comme ça que je pouvais le faire à distance. Fait que pendant les 9 ans que j'ai été à Rimouski, j'ai fait mon certificat en théologie. Et puis, j'ai pu connaître, servir le Seigneur dans son Église. Puis après ça, je suis déménagé dans la région de Montréal parce que je sentais que Dieu voulait que j'aille plus loin dans mes études, d'approfondir plus mes études. J'ai fait à Montréal mon diplôme en théologie. J'ai fréquenté une église qui s'appelle l'Église baptiste évangélique de Terrebonne-Mascouche. Puis j'ai été formé là comme pasteur. Alors, Dieu vraiment est en train de m'équiper pour ça. Et après ça, je suis déménagé au Nouveau-Brunswick. Et quand je suis arrivé aussi au Nouveau-Brunswick, bien, le Seigneur m'a emmené dans une implantation d'église. J'avais eu l'expérience à Rimouski de voir comment ça se faisait, là, un petit groupe qui commençait. Puis Dieu a rassemblé des gens autour de moi ici à Grand-Sault. Puis on a développé une église. J'ai été pendant 14 ans ici à l'église. J'ai été pasteur ici. Et l'église, à un moment donné, est montée jusqu'à 70 personnes. Alors, j'ai fait du travail pastoral, j'ai fait de l'évangélisation. Mon épouse aussi a fait ça. On a acquis beaucoup d'expérience dans le ministère. Et après ça, mon épouse a été malade. Et là, quand elle a été sérieusement malade, extrêmement malade, j'ai été obligé de quitter le ministère. Mais j'ai été engagé dans une église pentecôtiste à Edmundston. Et j'ai travaillé 2 ans là, avec un pasteur pentecôte pour travailler avec l'église. Puis après ces 2 ans-là, le pasteur est parti. Il y avait quand même un groupe d'une 50aine de personnes. Mais je n'ai pas voulu continuer parce que ma femme était vraiment malade, puis mes enfants avaient besoin de moi. Alors, j'ai été obligé de renoncer à ça. Et plus tard, j'ai été en contact avec un pasteur qui était à Rivière-du-Loup, à l'église de Rivière-du-Loup, qui, curieusement, est située sur la rue où je suis né. C'est vraiment spécial, ça. Et puis, quand j'ai appelé le pasteur pour lui dire je serais disponible à te donner un coup de main, il me dit, il dit, écoute, Alain, dis-moi, là, je viens d'accrocher, là, puis je viens de prier avec des gens que Dieu m'envoie de l'aide.
Alors, c'était clair que Dieu nous connectait là. Et ça fait pas loin de 10 ans là, que je suis à l'église à Rivière-du-Loup. Et aujourd'hui, je déménage à Edmundston parce que je veux que mes enfants soient proches du collège et de l'université. Ils sont rendus là. Le plus beau cadeau que j'ai dans ma vie, c'est certain que le salut en Jésus là, a été extrêmement une bénédiction pour moi. Mais aussi ma famille. Je pense particulièrement à mon épouse, mon épouse aujourd'hui est en train de guérir. Elle est en train de faire un doctorat en art-thérapie. Elle va aider les personnes aînées, elle va aider des enfants là, pour être capable de faire face à leurs problèmes à travers l'art. Alors ça, c'est vraiment beau ce que Jacinthe fait. Moi, le Seigneur m'a donné une femme intelligente. Et puis, alors, elle sert là. Puis mes deux enfants, c'est vraiment particulier parce que ma fille avait son aller en cuisine. Puis ma femme, elle a un don elle, dans l'hospitalité. Elle est une très bonne cuisinière. C'est beau de voir ma fille vouloir faire ça. Puis mon fils, voulez-vous savoir ce qu'il fait? Il s'en va en électronique. Imaginez-vous. En électronique, là où que moi j'ai été les années passées. Puis lui, il est passionné par l'électronique, l'informatique, et il étudie en cybersécurité. Alors, je suis très fier de mes enfants. Puis je suis très fier aussi de Jacinthe et tout ça. Alors, voilà, ça c'est mon histoire. Et j'espère que ça puisse vous bénir. Et je ne sais pas ce que le Seigneur va faire dans l'avenir, mais aussi à Grand-Sault, j'ai réussi à faire ma maîtrise en théologie. Alors, j'ai continué toujours à étudier. C'est parce que Dieu a ramené ça dans ma vie. Et il y a un verset qui dit, quand on est en Jésus, toutes choses sont anciennes, sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je veux dire merci à Dieu de m'avoir vraiment bien dirigé dans la vie. Et merci pour ce cadeau merveilleux. Merci, Jésus.